Les carnets de l'apothicaire, tome 5, par Yuga Natsu, chapitre 11, l'esprit dansant de l'eau. On lit la suite, qu'on s'était coupé en plein chapitre 11. Tu en as encore pour longtemps ? Voulut savoir le petit fripon qui, assis sur une souche, balançait les pieds dans le vide. Voilà pourquoi je ne voulais surtout pas qu'il vienne avec moi. Les garnements dans son genre se lassaient vite. Devoir l'emmener, passe encore, mais si au moins il n'était pas un tel fardeau. À coup sûr, la vieille Gripsou avait ordonné à la jeune fille de le prendre avec elle pour s'assurer qu'il ne dérange pas les serviteurs du palais dans leur travail. Il se sentait seul, et bien sûr, pas d'autre. Ignorant la plainte de Chohu, Mao Mao faucha une plante qui poussait au pied d'un arbre. Seules les jeunes pousses lui seraient utiles, mais elle fera le tri plus tard. Il s'agissait d'une espèce fort rare. Il lui fallait à tout prix la ramasser. « Tache de rousseur !» se plaignit le garçon d'une voix géniarde. « Ça suffit ! C'est toi qui as voulu me suivre !» rétorqua l'herboriste tout en rangeant quelques simples dans sa besace. Les mains entre ses cuisses, Chohu darda un regard mécontent à sa tutrice. « Je sais, mais j'en peux plus, moi. » Il n'avait pas parcouru une longue distance, mais les herbes hautes et les feuilles mortes rendaient la marche éprouvante. La jeune fille n'était pas sans savoir que son protégé, encore paralysé par endroits, se fatiguait en un rien de temps. Certes, elle n'y pouvait rien, mais ce n'était pas une raison pour lui passer ses moindres caprices. Si elle cédait, il n'hésiterait pas à recommencer. « Dans ce cas, attends-moi ici, je vais un peu plus loin. »« Quoi ?» fit-il la bouche ouverte, incrédule. « Tu ne vas quand même pas me laisser ici ? Je croyais que tu n'en pouvais plus. Ukyo me porterait sur son dos, lui. Navré, mais tu es trop lourd pour moi. À tout à l'heure. » Mao Mao s'empressa de poursuivre son chemin. Frustré, Chohu grimaça, puis descendit de sa souche. La vieille maquerelle avait raison. Il détestait rester seul. Dans le quartier des plaisirs, on le voyait presque toujours en compagnie des domestiques ou des petites filles. Le couvert des arbres filtrait la lumière et, de temps à autre, on entendait comme des battements d'ailes. Cette fois, il y eut un roucoulement. « Était-ce un pigeon ?» se demanda l'apothicaire. « J'arrive ! Je suis là, me laisse pas tout seul !» Chohu tâcha de rattraper Mao Mao de son pas lent. Tout en lui jetant un regard glacial, l'herboriste s'enfonça dans la forêt. Le bois était peuplé d'une grande variété d'essences, des espèces à larges feuilles pour une bonne part, qui donneraient quantité de fruits à l'automne. Les conifères étaient plus faciles à exploiter pour produire du bois, mais il préférait les forêts du nord du pays. Chemin faisant, Mao Mao trouva des framboises qu'elle dégusta en marchant. Chohu l'imita et ses lèvres devinrent vite rouges et poisseuses de jus. L'apothicaire ravala son irritation et lui nettoya la bouche, car s'il s'essuyait avec sa manche, la tache ne partirait jamais. À chaque fruit qu'il avalait, le garnement lui offrait une grimace. « Elles sont acides !»« Merci Rainette Céleste pour le follow. »« C'est parce qu'elles ne sont pas encore mûres. » Il avait beau se plaindre, il continuait à accueillir les jeunes fruits. « Tache de rousseur ! Est-ce qu'il se mange, ce champignon ?» Il avait repéré un spécimen qui poussait au pied d'un arbre mort. « Est-ce qu'il est comestible ? » Son goût n'est pas très bon, à vrai dire, mais il n'est pas vénéneux. Autrement dit, il ne présentait aucun intérêt pour l'apothicaire. Les épaules du jeune garçon s'affaissèrent. Quinca, le duo continuait de progresser dans le sous-bois avec une étrange nonchalance. Malgré tout, Mao Mao ne perdait pas de vue ce qu'elle était venue y faire. En chemin, elle tomba sur un autre champignon, un ganordème luisant, une découverte qui la mit en joie. Un peu plus loin, ils tombèrent sur un marais. Des roseaux à massettes poussaient le long de ses rives. Leur pollen, qu'on appelait pourouang, servait dans la confection d'hémostatiques ou de diurétiques. Le marécage abritait également un îlot en son milieu, entouré de cordages torsadés. L'enceinte qu'il formait symbolisait une frontière invisible entre la forêt et le marais. Les zones aquatiques étaient considérées, depuis des temps reculés, comme des portes d'entrée vers d'autres mondes. Cette croyance ancestrale avait peut-être motivé l'érection de ce petit lieu sacré. Mao Mao se souvint que ce genre de sanctuaire était supposé accueillir le dieu de l'étang qui se manifestait, disait-on, sous la forme d'un énorme serpent. Une hutte était installée sur la berge du marais, sans doute pour faciliter l'accès et la surveillance du sanctuaire.
Mao Mao et Choyu se dirigèrent droit vers elle. La cabane était bâtie sur pilotis, leur hauteur donnait une indication sur le niveau que pouvait atteindre l'eau en cas de forte pluie. Au cours des dernières années, le marais avait dû un peu rétrécir, si l'on en jugeait par les marques laissées sur les pilots qui surélevaient le modeste édifice. Autrefois, le marécage englobait l'endroit où se trouvait la hutte, selon ce qu'avait entendu l'herboriste. Cela expliquait pourquoi le sol, si fangeux, retenait leurs pieds à chaque pas. Heureusement, des pierres jalonnaient le chemin. Les deux explorateurs purent sauter de l'une à l'autre pour ne pas s'enfoncer dans la vase. La hutte était flanquée d'une autre, à l'apparence tout aussi modeste. Des roucoulements en émanaient, sûrement des pigeons. Ces volatiles étaient élevés pour leur viande, mais le chef du village avait bien dit à l'herboriste que leur consommation était frappée d'interdit. Ils devaient donc plutôt être utilisés comme animaux de compagnie. Pendant que Choyu scrutait avec intérêt les marques laissées par l'eau, Mao Mao gravit les quelques marches qui menaient à la hutte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Un vieillard hirsute, qui avait dû remarquer le petit manège de l'apothicaire, émergea soudain du fond de la cabane. Mao Mao avait déjà eu affaire à lui à quelques reprises. Lui aussi se souvenait d'elle. « Eh bien, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, plusieurs années même. Je pensais que tu t'étais marié. Hélas, pas encore. Et pourtant te voilà en compagnie d'un sacré petit bonhomme. » Le vieux fou n'avait rien perdu de sa causticité, visiblement. Cette ancienne connaissance de Luoman exerçait autrefois comme médecin à la capitale. Un praticien compétent, mais son caractère non conformiste et misanthrope avait fini par le pousser à se retirer dans ce lieu éloigné de tout. À présent, il se disait gardien du sanctuaire quand il ne cueillait pas des herbes médicinales. Mais son rôle n'était pas si prenant. L'absence de toute barque sur le marais laissait d'ailleurs supposer qu'il n'allait jamais sur l'îlot. « Tiens, si tu as besoin de quelque chose, serre-toi. Je préfère te prévenir, je n'ai pas grand-chose en réserve. » Le vieux barbu décrocha du plafond les herbes médicinales qu'il avait mises à sécher et les disposa sur sa modeste table. En cette saison, certaines plantes étaient introuvables, ou seulement en très petite quantité. Il était plus simple pour la jeune fille de se fournir auprès du vieil ermite. Il avait lui aussi du pollen de massettes étalé sur des nattes tressées en feuilles de roseau. Mao Mao pénétra dans la hutte pour évaluer la valeur de la marchandise. Leur hôte s'assit sur une chaise en poussant un soupir de soulagement. L'apothicaire remarqua son dos courbé. Il était l'aîné de Luoman d'une bonne décennie, et le poids des ans ne s'allégeait pas avec le temps. Les plantes, de qualité, avaient été séchées avec soin. Le vieux médecin en avait récolté une bonne quantité. « J'étais déjà rassuré de voir que vous n'êtes pas sénile, mais je suis surtout impressionné par votre récolte. » « Ah, les vieilles filles sont toujours les pires langues de vipère. Vous pouvez parler ?» La remarque déclencha un fou rire chez Choyu. Tout en déposant les herbes dont elle avait besoin sur un morceau de tissu, Mao Mao lui jeta un œil assassin pour le faire taire. « Oh, mais tu sais, j'ai de l'aide depuis peu, » ajouta le vieil homme. « De l'aide ? De la part d'un enfant du village ? Ils doivent être sages, eux, » répondit-elle avec un regard appuyé à son protégé. Le jeune garçon répliqua en lui tirant la langue. « Pas du tout, c'est un jeune homme que j'ai trouvé il y a peu à la capitale. Il était très compétent. Tiens, quand on parle du loup. Grand-père, j'ai cueilli ce que tu m'avais demandé. » Tiens, des clients ? La voix, chantante et d'une extrême gaieté, parut familière à Mao Mao. Un jeune homme muni d'un grand baluchon, un œil caché par un bandeau de tissu, se présenta dans l'encadrement de la porte. Pas étonnant que je connaisse cette voix. Elle appartenait à Kokuyo, l'homme au visage vérolé parti chercher du travail à la capitale. Vous en souvenez, c'est bon ? Faut savoir que partout où j'allais, on me disait qu'on ne voulait pas d'un médecin avec un visage aussi ravagé. Kokuyo racontait ses infortunes sur un ton qui les faisait passer pour tout sauf pathétique. Dès qu'il avait aperçu Mao Mao, le moulin à parole s'était mis à tourner, inarrêtable. Le vieil ermite avait demandé s'ils se connaissaient, Mao Mao et lui, sur quoi Choyu avait répondu qu'elle fréquentait plein de types bizarres comme lui. Oh non, c'est terrible le rideau. Terrible. Le bonheur des enfants avant tout.
Pour résumer, une fois arrivé à la capitale, Kokuyo avait fait le tour des officines dans le but de pratiquer son art. Or, à chaque fois, on lui demandait pourquoi il portait un bandeau. Et à chaque fois, un excès d'honnêteté lui faisait soulever le tissu pour montrer ses stigmates. Les praticiens les plus ignorants l'avaient chassé en le priant de ne pas venir les contaminer. Les plus savants savaient le risque de contagion nul, mais tous médecins qu'ils étaient, ils pensaient d'abord à garder leur clientèle. Rien ne les obligeait à embaucher un homme louche à l'œil bandé. L'ami de Lomen, quant à lui, s'était retrouvé à la capitale pour livrer une plante qu'un médecin lui avait commandée. Au moment même où il concluait son affaire, Kokuyo se faisait chasser de la même officine. Misanthrope ou pas, le vieux médecin n'en était pas moins lucide et compétent. Conscient que son âge l'empêchait désormais de courir à droite et à gauche, il cherchait justement un insistant. Il avait interrogé le jeune médecin. Non, c'est pas du tout ça. C'est même pas le terme. C'était pas le mot écrit. J'ai lu médecin, il n'y avait pas écrit médecin. Il avait interrogé le jeune homme, histoire de sonder ses connaissances en médecine. Le résultat avait dépassé ses espérances, d'où la présence de Kokuyo à ses côtés. Dans la forêt, un médecin borgne ne ferait pas autant jaser qu'à la capitale. Pour éviter tout malentendu, il s'était déjà expliqué auprès du chef du village. « Ah, les temps sont durs, n'est-ce pas ?» s'esclaffa Kokuyo. « Mais bon, j'ai de quoi manger, alors je ne me plains pas. » Tout à fait, Ridou. Sinon tu les auras abandonnés dans une voiture au bord du supermarché. Pardon. Il semblait aux anges, et le vieux médecin s'était trouvé un assistant de confiance. Tous deux paraissaient satisfaits de leur partenariat. Si j'avais su, je lui aurais dit de venir chez nous. Mao eut la sensation d'être passé à côté d'une belle occasion. Mais à quoi bon en nourrir des regrets? Et puis, si elle avait emmené Kokuyo avec elle, nul doute que la vieille Gripsou l'aurait exploité jusqu'à la moelle, comme Lomen en son temps. Au fond, il valait peut-être mieux que le médecin vérolé se soit installé dans ce marais. En outre, il était préférable de ne pas faire ombrage à Sadzun, qui commençait à prendre confiance en lui en tant qu'apothicaire. « Cueilli du jour de première fraîcheur !» s'exclama le jeune homme en se délestant de ses herbes médicinales, un air ravi sur le visage. Choi tourna son sourire aux dents manquantes vers Kokuyo, puis tendit un doigt vers lui. « Dis, monsieur, tu as quoi sous ton bandeau ?»« Voilà un garçon curieux !» Il préféra le prévenir que ce n'était pas très joli à regarder avant de relever le tissu. Allant à l'encontre de la politesse la plus élémentaire, Choi poussa un cri de surprise, mêlé de terreur, mais il se ressaisit, puis il tapota l'épaule du jeune médecin. « C'est dommage. Je suis sûre que tu aurais su y faire avec la clientèle, mais là... » « À qui le dis-tu? En plus, j'aime à penser que je ne suis pas un mauvais gars. »« Ce n'est vraiment pas de chance. Je parie aussi que tu aurais eu du succès avec nos femmes. » « Nos femmes ?» Mao préféra se détourner de la conversation des deux insouciants pour se reconcentrer sur son inspection des plantes médicinales. Elle plissa les yeux devant de grandes feuilles qu'elle voyait pour la première fois. « Ça? Qu'est-ce que c'est ?»« Ce sont des feuilles d'encens, » lui apprit Kokuyo entre deux sottises échangées avec Choi. En clair, des feuilles de tabac. La vieille maquerelle et les courtisanes du palais vert de gris ne lâchaient jamais leurs pipes. Mais, chose étonnante, la consommation de cette plante séchée était beaucoup moins répandue au sein du peuple. Par le passé, Mao avait déjà réparé une pipe cassée qu'elle avait tenté de rendre à son propriétaire, tant l'objet lui paraissait précieux. CF tome 1. Les feuilles de tabac s'apparentaient à des articles de luxe. Si la vieille Gripsou en fumait, c'était seulement à cause de la dépendance que ce produit induisait. Il en allait de même pour les filles de la maison du plaisir, qui n'y avaient accès que parce que leur patronne s'en procurait. Lomen avait un jour prévenu Mao que fumer à l'excès s'avérait néfaste pour l'organisme. Parce qu'elle en savait, ces feuilles provenaient souvent de l'étranger. Comme elle n'en avait jamais vu que réduites en miettes après avoir été séchées, elle n'avait pas reconnu les spécimens rapportés par Kokuyo. En soi, leur culture n'est pas si compliquée, lui glissa le vieil ermite. Je l'ignorais. Mao qui va se lancer dans le trafic de tabac.
Mao Mao observa les feuilles avec grand intérêt. En faire pousser dans le jardin pourrait être bon pour les affaires. Restait à savoir si ses hôtes daigneraient lui donner quelques graines sans en exiger un prix exorbitant en retour. Dans le pire des cas, il partagerait bien quelques feuilles avec elle. Toutefois, elle n'était pas persuadée que renforcer l'habitude qu'avaient prise les courtisanes de fumer en leur fournissant du tabac bon marché soit bien sage. « Combien vous me les vendriez ?» Poser la question ne l'engageait à rien. « Ces plantes-ci ne sont pas à vendre. » Le vieillard reprit les feuilles de tabac, puis en lia quelques-unes qu'il accrocha sous l'avant-toit. Serait-ce pour sa consommation personnelle ? La maison ne recelait pourtant rien qui servît à fumer, et Mao Mao ne l'avait jamais vu s'adonner à ce passe-temps. Comme pour répondre à son interrogation, il souleva une jarre posée au sol, la plaça sur la table et l'ouvrit. Aussitôt s'en échappa une odeur caractéristique. « Ça pue !» s'écria Choi en se pinçant le nez avec ostentation. Au demeurant, cela ne l'empêcha pas de s'approcher pour jeter un coup d'œil. « Ne me dites pas que ça se boit !» La jarre contenait un liquide de couleur brune. « Non, et je te déconseille d'essayer, même pour goûter. Ça te tuerait. Ce sont des feuilles de tabac qui trempent là-dedans. »« À quoi ça sert de faire ça ?»« À quoi ça sert de faire ça ?» demanda le garnement en s'asseyant sur une caisse. « À faire fuir les serpents. » Mao Mao tapa dans ses mains. Ingérer des feuilles de tabac était toxique. Elle savait que leur poison était efficace contre les insectes. Il l'était donc également sur les serpents. En même temps, elle s'était toujours désintéressée des bestioles pour n'attraper que des ophidiens. L'idée de les repousser ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Tu vois ce qu'on est obligé de faire à cause de cette règle stupide d'épargner les serpents ? Il faut qu'on soit prudent depuis que ces créatures sont devenues tabous dans le village. Sauf qu'on risque de se faire mordre en ramassant des légumes ou des herbes. Puis j'ai les pigeons que je garde chez moi et que je dois protéger, expliqua le vieux médecin sans dissimuler le mépris que lui inspirait la situation. Sa plainte fit sourire Kokuyo, qui était en train de préparer le thé. Le regard de Choi s'illumina quand il le vit sortir des brioches fourrées d'un placard. Après tout, ça fait plusieurs dizaines d'années que personne ne s'occupe de ce maudit sanctuaire. Et là, tout à coup, on se met à nous sériner avec l'apparition de la messagère du dieu serpent. De toute façon, c'est devenu impossible de se rendre sur l'îlot depuis que le pont est détruit. Kokuyo partit d'un grand rire. « Au diable cette chamane !» aborda-t-il d'une voix gaie. Avait-il lui aussi quelques griffes à son encontre ? Grief. À son encontre ? Mystère. Pour Mao Mao, quelques zones d'ombre subsistaient dans cette histoire. Bien qu'il se soit agi de dernière volonté du précédent chef du village, elle se demandait si certains de ses habitants répugnaient eux aussi à tuer des serpents au point de vouloir l'interdire. Après tout, l'endroit voit à l'origine un culte au dieu serpent. J'hydrate ma gorge. Elle tire encore pas mal. Désolée. Cette chamane, elle était si convaincante que ça ? Demanda-t-elle, l'air de rien. Oh, ça tu ne crois pas si bien dire, ricana l'ancien. D'après les villageois les plus fervents, elle aurait même changé de forme. Changé de forme ? Pardon. C'est la digestion de l'eau, c'est pas facile. Mao Mao savait que les renards étaient, prétendument, capables d'une telle prouesse, mais les serpents n'avaient pas cette réputation. Ça ne leur suffit pas de se faire mystifier par les renards. Kokuyo ouvrit la fenêtre. La jeune fille pencha la tête afin de mieux voir le marais et le sanctuaire. Le vieil ermite regardait à l'extérieur en caressant sa barbe hirsute. « Je n'étais pas là quand ça se serait passé, » bougonna-t-il. « D'après ce qu'on raconte, la chamane aurait flotté à la surface de l'eau, puis avancé en dansant jusqu'au sanctuaire. Tout le monde disait qu'elle était la messagère du maître du marais. Ça sent l'arnaque à plein nez. Certes, le phénomène était plus que louche, mais s'il se révélait vrai, alors le peintre n'aurait pas halluciné devant sa blanche dame. Dites-moi, ce ne serait pas une jeune fille avec des cheveux blancs et des yeux rouges, par hasard ? Non, non, elle était jeune, mais je n'ai pas entendu parler de tels signes particuliers. C'est incroyable ! S'exclama Choi, des étoiles dans les yeux. Comment elle fait pour marcher sur l'eau ?
Oh, pour ça, il suffit de faire un premier pas au-dessus de l'eau, puis un autre avant que le premier ne s'enfonce sous la surface, puis encore un autre à temps, et ainsi de suite, se mit à lui faire croire Kokuyo sans malveillance. Trop chouette! Mao Mao asséna une petite tape sur la tête du garnement pour lui faire comprendre de ne pas être aussi crédule, sans manquer de lancer un regard noir au jeune médecin. Elle découvrait qu'en dehors de son côté parfaitement inoffensif, il pouvait se montrer un brin cynique. « Vous ne croyez tout de même pas qu'une telle chose est possible ?» demanda l'herboriste. « Assurément non. Enfin... » Le gardien du marais lissait toujours sa barbe folle, le regard tourné vers la fenêtre, une expression un brin équivoque sur le visage. « Dans ma jeunesse, j'ai assisté à une scène similaire. Quelqu'un qui dansait sur l'eau, s'assura Mao Mao, intrigué, la tête penchée sur le côté. Choi l'imita, et allait savoir pourquoi, Kokuyo en fit de même. Oui, c'était avant que je ne quitte le village. À l'origine, servir le dieu serpent était le rôle de la prêtresse. Le vieux médecin était en réalité un parent éloigné de l'ancien chef du village. La fameuse prêtresse leur était aussi apparentée. Or, quelques instants plus tôt, leur hôte avait bien dit que le sanctuaire avait été délaissé pendant plusieurs décennies. Quelle pouvait être la raison de cet abandon ? Des hommes sont venus chercher des servantes pour le Raogong. Le village a été vidé de ses jeunes filles. Mao Mao tenait là son explication. Donc, génération après génération, les rites transmis par voie orale en étaient venus à s'effacer, laissant le sanctuaire à l'abandon. À la même époque, l'ancien chef du village succédait à son père. Fervent, il n'avait rien fait pour ranimer les rites. Le marais, jamais entretenu, périclita à son tour. Rongé par le temps, le pont menant au lieu sacré avait fini par s'écrouler. Puis, quand le vieux médecin était revenu dans son village natal, il avait été nommé pour la forme à l'entretien des lieux. Depuis lors, il vivait dans la hutte. La prêtresse n'est-elle pas rentrée au village, une fois son contrat au Raogong arrivé à terme ? Bien sûr que non. Au-delà de sa nature généreuse, sa jeune fille était loin d'être idiote. Pourquoi serait-elle revenue dans un endroit pareil ? Évidemment, vu comme ça. Mao Mao repensa à Shaolan, l'amie qu'elle s'était faite à la cour intérieure. Elle y avait été vendue par ses parents afin qu'ils aient une bouche de moins à nourrir. La jeune domestique en était consciente. Elle savait aussi qu'elle n'aurait pas eu sa place dans son village natal si elle y était retournée. À l'issue de ses 2 ans de service au Raogong, elle s'était donc trouvée un emploi ailleurs par ses propres moyens. Quiconque aurait un semblant de jugeote ferait en sorte de se trouver une meilleure situation que celle de sa vie d'avant. En cela, la cour intérieure favorisait l'ascension sociale des jeunes femmes. Avant de mourir, le précédent chef du village s'était lamenté de l'absence d'une prêtresse. À se plaindre, autant je pense qu'il aurait dû aller chercher un médecin, et non une chamane. « À qui le dis-tu, grand-père » s'esclaffa Kokuyo. « C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. » Le vieux médecin, qui ne voyait pas ce qu'il y avait de drôle dans ses propos, donna un coup de coude à son disciple. Mao Mao, indifférente à la scène, contemplait le paysage. « Comment traversez-vous le marais s'il n'y a pas de barque » s'enquit-elle. « Vous devez bien aller vérifier l'état du sanctuaire de temps en temps. »« Non ?» Le vieil ermite traça un cercle sur la table. « On raconte que les barques énervent le dieu serpent. Même pour pêcher, il faut rester à un endroit bien précis. De toute façon, on ne prend en guère que des loches ici, et surtout en posant des pièges. C'est pour ça que le sanctuaire est à l'abandon. S'il t'intéresse tant, n'hésite pas à y aller, mais surtout pas en barque. » Qu'est-ce que vous me racontez, là ? Comment voulait-il qu'elle rallie l'îlot sans embarcation ? En marchant sur l'autre, peut-être ? Parce que tu as cru qu'on pouvait accéder aussi facilement à un lieu sacré ? Voilà que l'ancien se moquait d'elle à présent. « Tiens, Kokuyo, emmène-les avec toi, veux-tu ? On a une meilleure vue de l'îlot de l'autre côté du marais. Faut en profiter pour désherber les champs au passage. »« Oh non, je vais encore me casser le dos » maugréa son assistant, non sans se munir d'une faucille malgré tout. « Du tabac y pousse. Ne touche pas aux feuilles, mais prends quelques graines si tu en trouves, dit l'ancien médecin à Mao Mao. Ce sera ta rétribution pour le fauchage. » La jeune fille resta silencieuse et prit à son tour une faucille. L'œil mauvais, elle regarda le vieux roublard. Décidément, il ne manquait pas une occasion de solliciter un service.
Ça fait 2 semaines que ce bidon est... Ouais, un peu plus. Mais ça tire toujours à balle ici, là. Comme ça. C'est ma ennemi que j'ai mal. Le groupe avançait en contournant le marais pour en atteindre le côté opposé. Des feuilles semblables à des lotus flottaient çà et là à la surface de l'eau. Choyu, qui avait d'abord été effrayé par les marques de variole de Kokuyo, avait fait montre d'une capacité d'adaptation surprenante en ce qu'il s'était déjà bien attaché au jeune médecin. Sans que Mao Mao s'en soit rendu compte, le garçon se laissait porter sur le dos de son nouvel ami. À la différence des servants du palais vert de gris, le duo tanguait toutefois dangereusement. Être borgne affectait peut-être le sens de l'équilibre du porteur. « Regardez, c'est là-bas, dit-il. » En effet, un pont enjambait bien le marais de l'autre côté de l'îlot. Cependant, ces planches rongées par la corrosion n'offraient plus la moindre sécurité. Mao Mao regarda l'ouvrage, perplexe. Même les fondations s'étaient mises à pourrir. Poser une planche de bois par-dessus pour traverser ne semblait pas être une solution. Kokuyo avait-il eu la même idée qu'elle ? Il avait, quoi qu'il en soit, sorti une planche d'où on ne sait trop où. « Oh oui !» fit-il en la plaçant sur la base pourrie. « Crois-tu que ce soit sans danger ?» l'interrogea l'herboriste, inquiète en le regardant faire. « Mais oui !» dit-il avec enthousiasme. « C'est plus que sûr !» Le jeune homme monta sur la planche, sauta dessus à pieds joints et... « Ah !» cria-t-il de manière un peu ridicule en tombant dans le marais. « Qu'est-ce que tu fais, Kokuyo ?» Choyu tendit la main pour tirer son nouvel ami de ce mauvais pas, sauf que le corps du jeune médecin s'enfonçait dans la vase. Un frisson d'angoisse parcourut les 3 compagnons. « Ce serait un marécage sans fond ?» se demanda Kokuyo, dont le grand sourire n'effaçait pas les doutes grandissants. L'espace d'un instant régnait un silence total, puis tous s'affolèrent en même temps. Seulement, plus il s'agitait, plus le jeune homme s'enfonçait. Il était immergé jusqu'au cou quand Mao Mao trouva dans le bois une liane de pierre assez solide pour le tirer de là. Ils avaient évité le pire. « J'ai eu tellement peur, ne me refais plus jamais ça !» s'écria Choyu. Le rescapé préféra en rire. « Désolé. » Il se gratta la tête de sa main maculée de boue, soulignant la dernière partie de son corps encore épargnée par la vase. À l'aide d'un seau, Mao Mao rapporta de l'eau stockée pour l'irrigation d'un champ à proximité. Elle ne s'embarrassa pas de délicatesse et versa tout son contenu sur la tête de l'imprudent, qui s'ébroua comme un chien. Maintenant que j'y pense, d'après l'ancien, les abords du marais voient les enfants disparaître comme par magie. « C'est vrai !» s'exclama Choyu, incrédule. Impossible de savoir combien d'entre eux se trouvaient enfouis dans le marécage. Et si le marais n'était pas sans fond, sa profondeur dépassait largement la taille que faisait Kokuyo. Ce pont a vraiment été laissé à l'abandon, commenta Mao Mao, étudiant la passerelle délabrée. C'est que l'entretien coûte de l'argent, et puis cette boue est si riche en nutriments que le bois se décompose plus vite que dans une eau normale. Remplacer les fondations de la structure chaque fois que nécessaire devait être des plus fastidieux. Les bases du pont étaient posées bien au-delà de la rive du marais. Autrefois, le marécage s'étendait sans doute bien plus loin qu'à présent. Sur l'îlot, des herbes folles poussaient tout autour du sanctuaire. On apercevait des taches de couleur éclatantes, sûrement des fleurs, mais il était difficile d'en être sûr à cette distance. La présence de tant de couleurs dans un tel endroit était des plus surprenants. Nombreux d'oiseaux volaient dans le ciel au-dessus du marais. Ils avaient dû apporter dans leur fiente des graines de fleurs venant d'autres régions. « Bon, et si on désherbait un peu ?» proposa Kokuyo, plein d'entrain. Coiffé d'un chapeau de paille, il était encore couvert de boue par endroits. Les champs étaient envahis de mauvaises herbes. Mao Mao allait s'en plaindre, mais Choyu la devança en poussant un long soupir. Il semblait complètement abattu. L'apothicaire jouait de la faucille tout en restant à l'affût des grains de tabac. Malheureusement, les plantes n'en avaient pas encore produit. Quelle espèce de vieux roublard, cette ermite, songea-t-elle. Elle ne renâclait pas à la tâche, mais restait déterminée à ne pas rentrer à la capitale sans lui avoir fait lâcher quelques spécimens en sa possession. Comme Kokuyo s'était mis au travail en chantonnant, l'herboriste se résolut à l'aider. Choyu, quant à lui, ne semblait pas d'humeur à participer. Il ramassait des petits cailloux qu'il rassembla ensuite pour former un dessin sur le sol. Pendant un moment, ils se concentrèrent sur le désherbage.
La nature marécageuse du terrain rendait l'atmosphère particulièrement moite. Le sol boueux, très riche, devait favoriser le pourrissement des racines. Était-ce pour cette raison que la terre des champs était mêlée de sable? Au moins, les mauvaises herbes s'arrachaient-elles facilement. « Au fait, tu es au courant ?» lui demanda Kokuyo. Il avait interrompu son fredonnement, mais elle semblait parler tout seul. « De quoi ? Des prêtresses du village. Comment aurait-elle pu savoir ?» Mao Mao secoua la tête. « C'est l'ancien qui me l'a dit. Elles auraient servi à calmer le dieu serpent. Sauf qu'en fait, il paraît qu'à la base, c'était des esclaves. » L'apothicaire ne réagit pas. Kokuyo poursuivit d'une voix audible d'elle seule. Un peu plus loin, Choyu continuait à dessiner, sans leur prêter attention. Autrefois, le fleuve sortait souvent de son lit par ici. Chaque année, avant qu'on arrive à l'endiguer une bonne fois pour toutes, il emportait des champs et inondait les maisons. En ces temps anciens, que faisait-on pour éviter les catastrophes naturelles inéluctables ? Des choses insensées. Du coup, le village achetait des esclaves pour les sacrifier. Enfin, ça, c'était les années de vaches grasses, parce qu'en cas de vaches maigres, on choisissait des filles du village. Ça veut dire OK en langue des signes française. Voilà donc ce qu'étaient réellement ces fameuses prêtresses, des victimes sacrificielles. Sauf qu'un beau jour apparut une prêtresse dotée d'un pouvoir surnaturel. On raconte qu'elle dansa sur l'eau en présence des villageois. Eh bien, l'ancêtre s'est montré loquace pour une fois. Le vieux médecin devait avoir eu vent de cette histoire grâce à ses liens avec les familles des prêtresses. Qu'il ait en même temps une parenté avec le chef du village semblait suspicieux aux yeux de Mao Mao. J'imagine que si une prêtresse n'avait pas de pouvoir, elle pouvait s'attendre à être sacrifiée tôt ou tard, ajouta Kokuyo. Qu'elle soit offerte au dieu serpent ou au maître des lieux importait sans doute peu à l'intéressé pour qui l'issue restait la même. Et au moment où elle croyait avoir échappé au sacrifice, elle était en fait envoyée au Rogong. Au bout du compte, au lieu d'être offerte au dieu du village, elle était au seigneur du pays. Je comprends mieux qu'aucune n'ait jamais voulu revenir ici. Voilà pourquoi la jeune fille dont le vieil ermite lui avait parlé n'était jamais rentrée chez elle. Elle avait même dû éprouver une forte rancœur envers son village natal. Mao Mao se perdit dans la contemplation du marais. Sa surface ondulait. À en juger par la mésaventure de Kokuyo, le fond devait être particulièrement boueux. Pour tester une théorie, elle ramassa un bâton qu'elle planta dans l'eau. Une fois le bout de bois enfoncé, elle eut du mal à le retirer. C'est plus un bourbier qu'un marécage. L'endiguement a permis de disperser ailleurs l'eau des crues et c'est peut-être le rétrécissement du marais qui l'a rendu si fangeux. Mao Mao, qui s'était accroupi, se releva. « Sais-tu quand le marais a commencé à rétrécir ?»« Non, je n'en sais rien. Pourquoi ne pas demander au vieil homme ?» La jeune femme, intriguée, se caressa le menton, puis fouilla de nouveau dans la boue avec son bâton. Choyu, revenu auprès d'eux sans qu'elle s'en aperçoive, s'était mis à l'imiter. « Tu as fait tomber quelque chose ?»« Non. » La saison des pluies abondantes avait commencé. L'eau n'avait sans doute pas encore atteint son plus haut niveau. En d'autres termes, à la saison sèche, le marais devait être encore plus boueux qu'à présent. Tout à coup, Mao Mao tressaillit. « Qu'est-ce qui t'arrive, tache de rousseur ?» Le garnement s'était retourné vers sa tutrice. L'apothicaire ne fit aucun cas de cette interruption et se mit à courir. « Hé, tache de rousseur !»« Qu'est-ce qui te prend ?» renchérit Kokuyo. Sans un regard pour ses compagnons, Mao Mao fonça jusqu'à la hutte du vieil ermite à l'autre bout du marais. Plutôt que de discuter, elle préférait de très loin vérifier l'idée qui lui était venue. Sans cesser de courir, Mao Mao souriait de toutes ses dents. « Mais quelle mouche t'a piqué, enfin ?» Kokuyo et Choyu avaient fini par la suivre. En chemin, le garçon avait dû s'essouffler, car le jeune médecin le portait sur son dos. Mao Mao gravit les marches menant à la cabane, puis frappa à la porte. « Je veux des graines de tabac !» lâcha-t-elle sans préambule.
Le vieil ermite était en train de manger des nouilles, mais paraissait plutôt en train de dévorer sa barbe. Oh non! J'ai l'image en tête. C'est pour ça que tu entres ici comme dans une tornade. Si les graines ne sont pas encore formées, alors navré, mais je peux rien pour toi, rétorqua-t-il avant d'avaler ses pâtes avec bruit. Mao Mao, qui s'attendait à une réaction de ce genre, avait préparé une contre-attaque. Et si je vous dis que j'ai démasqué votre fameuse chamane, lui glissa-t-elle à l'oreille. Le vieillard vit cesser son affreux bruit de mastication et reposa ses baguettes. Tiens, Kokuyo, attrape ça et va jouer avec le petit, veux-tu? Il prit sur une étagère une balle qu'il jeta à son assistant, qui échoua à la rattraper. Elle s'échappa de la hutte en bondissant. Le jeune homme se lança aussitôt à sa poursuite, Chohu sur les talons. Voyez, vous lancez l'os au chien, comme ça, et flop. Les deux jeunes gens chassés, le vieillard désigna une chaise à Mao Mao. Elle prit place et observa le marais à travers la fenêtre. Cette fameuse chamane, elle est apparue à la saison sèche lorsque le niveau de l'eau baisse, je me trompe? Le peintre avait croisé la beauté aux cheveux blancs et aux yeux rouges plus de 6 mois auparavant, soit à l'époque où les pluies se faisaient rares. Or, quand le niveau de l'eau diminuait, le marais devenait de plus en plus boueux. Pas du tout. Et la danse que la prêtresse avait faite par le passé, n'avait-elle pas eu lieu à la même période? Quel rapport? Mao Mao trempa le doigt dans une jarre pour le mouiller et dessina un plan sur la table. Un ovale pour l'étang, puis l'îlot et enfin le pont. Le vieux médecin ne voyait sans doute pas très bien car il tendit à son hôte un pinceau et du papier. La feuille avait un grain épais, mais le dessin serait toujours plus clair que sur la table. La jeune fille recopia son plan. Elle pointa ensuite la rive de l'étang, à l'endroit où elle était la plus proche de l'îlot. C'était aussi le point opposé de l'endroit où le trop-plein du fleuve se déversait lors des crues. J'imagine que le rite pour la danse de la pluie a lieu par ici. Tout à fait. Soit précisément l'endroit que l'on apercevait depuis la fenêtre de la hutte. Au cours de ce rituel, la prêtresse, ou la chamane, marche donc sur l'eau grâce à la bénédiction du dieu serpent. Et si je vous disais que j'en étais moi aussi capable? Le vieil homme plissa les yeux. Il semblait cacher quelque chose. Cesse de raconter n'importe quoi. Et si je puis me permettre, tu n'es pas le genre de beauté qui peut charmer le dieu serpent. C'est drôle que vous disiez ça, car vous ne m'avez pas l'air d'être un fervent adepte du dieu local. Leurs regards se croisèrent. L'herboriste se contraint à sourire dans une posture de défi. Si elle ne se trompait pas, cela signifiait que le vieux misanthrope gardait pour lui un détail important. L'Woman ne t'a sûrement pas appris à affirmer les choses sur la base d'une simple supposition, dit-il, comme s'il lisait dans les pensées de la jeune fille. C'est justement pour vérifier mon hypothèse que je veux passer le marais au peigne fin. Le vieux médecin lui décocha un regard peu amène avant de se lever en lui faisant signe de le suivre. C'est moi ou tu n'aimes pas trop les mystères? Tu me diras moi non plus. Dans ce genre de moment, tu sais, mieux vaut se persuader que les immortels et les prêtresses existent vraiment, lui expliqua-t-il avant d'appeler Kokuyo. Tiens, va nous acheter à manger pour le souper. Il lança de la monnaie à son apprenti. Sans doute supposait-il que jouer à la balle n'occuperait pas le jeune homme et le garnement assez longtemps. Dis-moi, mon petit, tu ne veux pas accompagner mon assistant? Il se fait tout le temps arnaquer au village. Vous pouvez compter sur moi, répondit Ichoui avant d'empointer le pas à son compagnon de jeu. Le vieil ermite et Mao Mao attendirent que le duo soit hors de vue. Allons-y, dit alors l'ancien. Il guida la jeune fille jusqu'à un lieu enclos au sein même du marais. Des plantes flottaient à la surface de l'eau. L'endroit n'avait rien d'accueillant. Qui aurait voulu y pêcher n'aurait même pas trouvé à s'asseoir. Mao Mao se refrogna devant le sol boueux. Elle ôta ses chaussures et retroussa sa robe avant d'y poser le pied. Le vieil homme releva lui aussi son pantalon et lui emboîta le pas. Opaque, l'eau était mêlée à la vase. La prêtresse est partie d'ici pour rejoindre l'îlot. Si tu arrives à faire de même, je répondrai à toutes tes questions. Sa voix prit un ton plus grave, presque menaçant. Avant d'être appelées prêtresses, ces jeunes filles étaient nommées des sacrifiées et noyées dans le marais. On les lestait avant de les plonger vivantes dans ce marécage sans fond.
Mon arrière-grand-mère m'a raconté comment elle se bouchait les oreilles pour ne pas entendre les cris d'agonie qu'elle poussait à mesure qu'elle s'enfonçait sans espoir dans la vase. Rien ne dit que tu ne finiras pas comme elle. Coutume ou pas, la scène devait être épouvantable pour les villageois qui y assistaient. Plus tard, la population avait sans doute regretté ses actes et imploré le pardon des sacrifiés, même s'il était trop tard. Tout autour du marais s'élevaient des piliers de pierre. Ils avaient été érigés par un empilement de rochers de même taille, puis couronnés au sommet d'une pierre plus large. Peut-être assuraient-ils la fonction de sépulture ? Alors, comment a-t-elle traversé le marais ? Mao Mao se munit d'une corde qu'elle avait prise dans la hutte. Elle avait aussi apporté des fines planches de bois. Puis-je vous les emprunter ? Fais comme bon te semble. Dans ce cas, l'herboriste fit 3 trous dans chaque planche avant d'y passer la corde pour se fabriquer ainsi de disgracieuses sandales qu'elle chaussa. Si seulement j'avais pu mettre la main sur des sandales pour rizière. Ce type de souliers servait pour la plantation du riz. Enfin, il fallait faire avec les moyens du bord. Dans l'expectative, le vieil ermite attendit, mais ne dit rien. Mao Mao retroussa plus haut encore son vêtement, enroula une extrémité de la corde autour de sa taille et l'autre au pilier opposé. Puis, « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» ?»« Eh bien, je vérifie mon hypothèse. » Elle posa un pied dans le marécage. Plus exactement, elle donna un coup appuyé dans l'eau, ce qui lui permit de rebondir grâce à la force de l'impact. L'ancien en resta bouche bée. Il n'eut pas le temps d'exprimer son étonnement que Mao Mao avait déjà fait un autre pas, en frappant l'eau avec vigueur pour se donner de l'élan. Elle répéta l'opération à plusieurs reprises, ce qui lui permit de progresser dans le marécage. La jeune fille marchait sur l'eau. Un peu comme Kokuyo l'avait dit à Chouyu en plaisantant, elle posait un pied au sol, puis un autre, avant que le premier ne s'enfonce, et ainsi de suite. De la sorte, elle semblait réellement fouler la surface du marécage. « Alors, on peut dire que je marche sur l'eau, oui ou non ?» Le narga Mao Mao, les lèvres étirées en un sourire satisfait. Le vieux médecin se frottait la barbe, tout ébahi. Impressionnant, je dois bien le reconnaître. Il devait avoir une idée derrière la tête car il ramassa un long bâton qui se trouvait près de lui. Puis il enfonça le pied dans le marécage, sans que son intention soit bien claire. Il y planta sa grande canne qui produisit un bruit sourd. Sauf que tu n'es pas obligé de te donner tout ce mal. Il y a d'autres piliers sous l'eau, dit-il en tapant sur la grande structure cachée dans la boue. Quoi ? S'étouffa la jeune fille. Prise au dépourvu, elle cessa de bondir. Résultat, ses pieds s'enfoncèrent et le vieil homme dut l'aider à s'extraire en tirant sur la corde autour de la taille de l'apothicaire. Explique-moi comment as-tu fait ça ? Voulut savoir l'ancien médecin, pantelant après avoir repêché une Mao Mao couverte de boue. Fourbue, la jeune fille ôta ses sandales improvisées, puis contempla le marécage. Les corps ni vraiment liquides ni vraiment solides présentent certaines propriétés. Sa démonstration aurait été plus efficace si elle avait eu de la fécule à portée de main. En la mélangeant avec une certaine quantité d'eau, on pouvait la saisir dans sa paume. Seulement, elle s'écoulait aussitôt entre vos doigts. Le processus à l'œuvre dans ce marécage était similaire à ce fameux mélange de fécule de pommes de terre et d'eau. Voilà pourquoi Mao Mao avait demandé aux vieilles ermites à quelle saison les prêtresses exécutaient leur danse. Et si elles s'étaient fabriquées des sandales, c'est parce qu'elles avaient senti que le niveau de l'eau était un peu trop haut. Elle avait néanmoins acquis une certitude. Certaines sacrifiées avaient un jour compris que la proportion de boue et d'eau avait changé avec le rétrécissement du marais et qu'il était désormais possible de marcher sur l'eau. L'existence de ces piliers n'allait-il pas à l'encontre des règles ? En fait, ce sont les sépultures des sacrifiés. Ces pierres tombales étaient enfouies assez profond pour rester invisibles, même à la saison sèche. Elles étaient au nombre de 10, une pour chaque victime sacrificielle. Jadis, quand il fut décidé d'un nouveau sacrifice, le fils du chef du village dévoila l'existence de ces stèles à la future victime. La jeune fille prétendit être liée au dieu de l'étang et gagna le titre de princesse. Cela s'est passé il y a plus de 50 ans. Le précédent chef n'avait visiblement pas eu connaissance de cette histoire, et en juger par l'état actuel du village, seul l'ancien médecin semblait en être informé.
Mao Mao lui lança un regard suspicieux. Le vieil ermite savait tout depuis le début, mais avait gardé le secret. Pour quelle raison, si ce n'était qu'il avait quelque chose à cacher? La chamane avait-elle des cheveux blancs? Voulut-elle s'assurer à nouveau? Son interlocuteur fit non de la tête. Jamais une telle personne n'est venue par ici. En revanche, il apprit à l'apothicaire que le hasard, le destin, avait voulu qu'il croise la route de l'ancienne prêtresse, celle qui avait autrefois été envoyée au Rogong lors d'un séjour à la capitale. Entre-temps, elle avait eu une petite fille. La vieille femme lui avait demandé comment se portait le dieu serpent. Il lui avait répondu que le village n'avait plus de prêtresse à son service. Après son départ à la cour intérieure, des travaux d'endiguement avaient mis fin au débordement du fleuve et la vénération de la divinité avait pris fin, tout simplement. Résultat, le sanctuaire était tombé en désuétude dans l'indifférence générale. J'aurais mieux fait de lui mentir, lui dire que le sanctuaire était en bon état, que le débordement avait cessé grâce aux dieux. En effet, l'ancienne prêtresse avait refusé de croire aux paroles du vieil ermite. L'idée que ses homologues aient tout été noyés en vain avait rendu l'ancienne prêtresse folle de rage. Plus tard, elle est revenue au village, accompagnée de sa petite fille en prétendant qu'elle servait un nouveau dieu serpent. Elle a fait traverser le marais à sa descendance. L'herboriste, pensive, songea à différents éléments qui peut-être étaient liés. Les cordes blanches torsadées, le dieu serpent, la femme sublime aux cheveux blancs qui avait subjugué le peintre. Mao Mao ramassa un bâton qu'elle planta dans le marécage. Elle tâtonna avec pour chercher les pierres tombales par ce moyen jusqu'à atteindre l'îlot du sanctuaire. Cette méthode était évidemment plus sûre que les foulées bondissantes qu'elle avait employées un peu plus tôt. Tant qu'on ne perdait pas l'équilibre, il n'était pas si dur d'arriver à bon port. Un dernier petit saut, et elle se retrouva sur la terre ferme. Le sanctuaire était en ruine, et les herbes folles le recouvraient entièrement. Des fleurs aux fins pétales rouges dansaient dans le vent. Leur floraison était cependant éphémère. Certaines, déjà dénuées de pétales, ne montraient plus qu'une capsule ronde et lisse. Les y avait-on plantées ou leurs graines avaient-elles été apportées par le vent? Difficile à dire. En revanche, une certitude demeurait. Leur présence en ces lieux était inhabituelle. « Du pavot ?» s'interrogea le vieux médecin. À sa voix, Mao Mao comprit qu'il les découvrait lui aussi. Serait-ce la première fois qu'il se rendait sur l'îlot, même s'il connaissait la technique pour traverser le marécage? Puis-je vous poser une autre question? Je n'ai plus l'intention de te cacher quoi que ce soit. Comment se fait-il que vous connaissiez l'existence de ces pierres tombales? Le vieil homme sourit. Je t'ai dit que j'appartenais à la lignée des prêtresses, ce qui signifie que je suis le descendant d'une esclave. Or, il n'était pas rare que les puissants du village se rapprochent de leurs servantes. Il avait aussi raconté à Mao Mao que c'était le fils d'un des précédents chefs qui avait révélé l'existence. Il avait aussi raconté à Mao Mao que c'était le fils d'un des précédents chefs qui avait révélé l'existence des pierres tombales submergées à la dernière des prêtresses, des années auparavant. On pouvait donc imaginer que le vieux médecin était l'enfant que l'ancien chef du village avait eu avec son esclave. De plus, il avait bien fallu que quelqu'un érige ces stèles de fortune, en taillant et superposant les pierres les unes sur les autres, avant de renouveler l'opération au fil des ans. Pour les bâtir, il avait fallu transporter les rocs en marchant sur les stèles existantes. Quand le chef du village s'est lassé de cette aventure, il a cédé la pauvre fille à un autre villageois. Finalement, lorsque la famine a frappé, elle a été sacrifiée comme les autres, noyée dans le marécage. La pierre tombale qui se trouve devant l'îlot est la dernière de toutes. Grâce à elle, la petite sœur a échappé à la mort. Au lieu d'être engloutie par le marais, la jeune fille avait été renvoyée au Rogong. Elle devait être la progéniture de l'esclave qui avait été cédée à un autre villageois, et non celle du chef de village. Des dizaines d'années plus tard, à son retour chez elle, elle s'était rendue compte que les habitants qui avaient tué sa mère et joué avec sa vie avaient oublié non seulement leur dieu serpent, mais aussi les prêtresses qui lui avaient été offertes en sacrifice. Mao Mao regarda les feuilles de tabac de l'autre côté de l'eau. Ces plantes, ça ne serait pas la prêtresse qui vous les aurait données?
Pas les graines de pavot, mais celles de tabac, oui. Elle m'a donné 2 choses en échange. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ? Je n'ai plus aucune raison de garder le secret à présent. Aujourd'hui, le niveau de l'eau est encore haut. À l'automne, en revanche, le haut des stèles affleure à la surface. J'ai pu tromper mon monde cette année encore, mais l'an prochain, ce ne sera plus possible. La ruse de la chamane allait être révélée au grand jour. La première, c'était de garder le silence sur tout ce que je savais. Quant à l'ordre de ne plus tuer ni oiseaux ni serpents, il devait faire office de petite vengeance à l'égard des villageois. Le vieux médecin avait dû fermer les yeux sur ce point, bien qu'il n'approuve pas ce genre de représailles. La seconde, il tourna la tête vers sa hutte, c'était de la laisser utiliser le pigeonnier à sa guise. « Pigeonnier ?» répéta Mao Mao perplexe. « Je ne comprends pas. » Elle se rappela les roucoulements entendus dans le village. Ses habitants élevaient-ils des pigeons en plein air ? On a interdiction de tuer les oiseaux qui volent. À la différence du tabou relatif au meurtre des serpents, le chef du village avait énoncé celui-là après coup, donc Mao Mao retourna à la hutte en sautant sur les stèles. Plus d'une fois, elle manqua de glisser sur les roches humides tant elle avait hâte d'arriver à la cabane. Près du pigeonnier, une odeur caractéristique lui piqua le nez. Elle entra en trombe pour trouver plusieurs dizaines de volatiles, dont certains arboraient un plumage sombre, panaché de vert. Surpris par l'intruse, les oiseaux battirent des ailes avec frénésie, répandant leurs plumes un peu partout. La jeune fille n'allait pas se formaliser pour si peu. Elle les saisit un à un pour vérifier une intuition, répétant le geste à la chaîne. « Non mais, oh, maltraite pas mes pigeons !» gronda le vieil ermite. Il les élevait sûrement pour leur compagnie et non pour leur viande, un détail qui importait peu à l'herboriste en cet instant. Mao Mao trouva enfin l'animal qu'elle cherchait. Elle fondit sur lui et l'attrapa par derrière avant de le retourner. Elle put dès lors ôter ce qu'il avait à la patte. Une cordelette blanche torsadée, terreuse par endroits. L'apothicaire supposa que le pigeon l'avait souillé quand il s'était retrouvé à l'extérieur du pigeonnier. Elle ressortit puis déplia la cordelette. Le cordon se révéla être un petit carré de tissu brodé de motifs rappelant des serpents dessinés à la va-vite. J'ai déjà vu ça quelque part. Les dessins ressemblaient fort aux broderies qui figuraient sur la toison du rat de feu qu'elle avait déniché dans la boutique de vêtements d'occasion avant son départ pour la capitale de l'Ouest. Or, les initiés savaient qu'il ne s'agissait pas de simples motifs, mais d'un code fondé sur les caractères en usage dans le Ponant. Mao Mao repensa à la diseuse de bonne aventure de la capitale occidentale. Elle écrivait non pas au moyen d'un pinceau, mais d'une plume de pigeon. Depuis quelque temps, l'apothicaire ne comprenait pas que Pei Nyang Nyang puisse se faire remarquer un peu partout dans tout le pays au même moment. Il était en effet peu probable que la blanche demoiselle ait le don d'ubiquité. Son teint d'albinos lui conférait une aura mystérieuse, mais elle ne possédait assurément aucun des pouvoirs que l'on prêtait aux immortels. Au contraire, sa peau, qui supportait mal le soleil, devait l'empêcher d'arpenter les régions ensoleillées du pays. Déroulant le fil de son raisonnement, Mao Mao en était venu à penser que la comédienne ne voyageait pas en personne, mais que des acolytes faisaient le déplacement à sa place. Sauf que cette hypothèse se heurtait à un problème. Que ce soit pour faire sortir le lion de sa cage ou pour communiquer avec la demi-sœur de Dame Lichou, il fallait pouvoir échanger des informations entre la capitale impériale et celle de l'Ouest en peu de temps. Or, se rendre de la première à la seconde nécessitait un voyage d'au moins d'une dizaine de jours, même avec les montures les plus véloces. Le retour en bateau prenait plus ou moins autant de temps. Si l'intrigante avait donc pu réaliser de telles prouesses, elle le devait au pigeon. « Dites-moi, c'est l'ancienne prêtresse qui est venue dans ce pigeonnier ? » ?»« Non, sa petite fille. Elle a emmené quelques oiseaux dont elle avait besoin pour des sortilèges, soi-disant. »« Ne craignez-vous pas de n'en avoir bientôt plus ? » ?»« Pas du tout, ils ont pour habitude de revenir ici dès qu'on les relâche. Enfin, quand ils réussissent à échapper aux prédateurs et aux chasseurs. » En d'autres termes, la blanche demoiselle bénéficiait d'un système de renseignement qui reposait sur les pigeons voyageurs. Mao Mao ferma les yeux. Elle réfléchit un instant à la marche à suivre,
puis tourna la tête vers le vieil homme. Il n'était pas impossible que l'ancienne prêtresse ou sa petite-fille deviennent des victimes collatérales dans cette affaire. Après tout, cette histoire n'était pas sans lien avec Pei Nyang Nyang. L'apothicaire fit claquer sa langue. « Que diriez-vous de collaborer avec moi ?»« Qu'est-ce qui te prend tout à coup ?» La jeune fille n'était pas dénuée de toute bienveillance. Elle aurait tout aussi bien pu ne rien dire au vieil ermite et faire directement son rapport à Jinchi, mais dans la mesure du possible, elle préférait éviter d'en arriver là. Elle se mit donc à exposer les termes de son marché à l'ancien médecin en cherchant à savoir jusqu'où il serait prêt à aller, quelles concessions il accepterait de faire.